Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, comme ça vient d'être dit, je vais vous parler des stratégies de l'agresseur et des réponses institutionnelles post-séparation en France. Alors dans un premier temps, je vais revenir assez brièvement, parce que ça a finalement été redit hier et aujourd'hui, sur les notions de pouvoir et de contrôle qui me semblent absolument indispensables pour comprendre la conduite de l'agresseur. Je partirai d'entretiens que j'ai réalisés avec des femmes qui se sont séparées d'un conjoint violent avec qui ils ont eu des enfants, et j'analyserai à partir de ces entretiens-là la stratégie de l'agresseur qu'il adopte avant et après la séparation, qui finalement est la même. Et je parlerai aussi des réponses institutionnelles, c'est-à-dire quelles réponses donnent les institutions à la violence de l'agresseur et à la dénonciation de la victime. Je profite également de cet espace qui m'est offert pour bien évidemment remercier Solidarité Femmes pour son invitation et de vous remercier toutes et tous qui êtes présents ici. C'est toujours aussi impressionnant de vous voir si nombreuses et si nombreux. Voilà, donc, Patricia a déjà montré hier cette fameuse route de lutte, donc je ne vais pas réinventer la roue. Je voulais juste la remontrer pour montrer que voilà, c'est quelque chose sur lequel je me base aussi pour faire l'analyse des entretiens. Donc, comme le disait Patricia, c'est un modèle qui a été construit dans les années 80 aux États-Unis, et il existe une traduction française qui est celle-là, mais elle a été traduite dans environ 40 langues, si je ne me trompe pas. Il y a aussi une notion qu'on peut entendre, mais sur laquelle on ne revient pas forcément dans le détail, c'est la notion du continuum des violences. Donc c'est Liz Kelly en 1988 qui définit le continuum de deux manières différentes. Elle dit « Le caractère commun sous-jacent aux différentes formes de violence est l'agression, l'intimidation, la contrainte, l'intrusion, la menace et la force que les hommes utilisent pour contrôler les femmes. » Donc en fait, moi ce que j'en retiens, c'est qu'elle dit que quelles que soient les violences exercées contre les femmes, on y retrouve l'agression, l'intimidation, la contrainte, l'intrusion, la menace et la force. Elle dit également que ce concept de continuum nous permet de documenter et de nommer la variété de l'agression, de l'intimidation, de la contrainte, de l'intrusion, de la menace et de la force, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas de catégorie analytique discrète et clairement définie dans laquelle le comportement des hommes peut être situé. En fait, j'ai l'impression, par exemple, c'est comme ça que je l'interprète, c'est qu'en France, on parle souvent du fait que les violences conjugales, il y a des violences psychologiques, il y a des violences sexuelles, il y a des violences physiques. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à les compartimenter. Et en fait, à ne pas les penser ensemble, à se dire qu'en fait, les agresseurs usent tous à la fois de violences physiques, de violences psychologiques, de violences sexuelles, etc. Et que surtout, quels que soient les actes de violence qu'ils commettent, dans ces actes-là, il y a une agression, de l'intimidation, de la contrainte, etc., etc. Donc, que ce soit dans les actes de violence ou bien dans la stratégie de l'agresseur, vous allez voir que c'est difficile, en fait, de dire, là, dans cet extrait d'entretien, elle me dit qu'elle a vécu ceci ou cela. Non, parce qu'en fait, tout se conjugue et tout est lié. Alors, il y a aussi cette idée que Jalna Hammer a développée en 1977, où elle parle de contrôle social des femmes, donc de contrôle au sens social que l'agresseur fait et reproduit contre sa victime. Il y a une notion plus récente qui commence à émerger de plus en plus, non pas parce qu'elle a été inventée récemment, mais parce qu'en fait elle a été reprise, c'est la notion du contrôle coercitif. Et elle a notamment été approfondie et repopularisée par le chercheur américain Evan Stark. Et donc il dit que c'est une conduite calculée et malveillante, déployée presque exclusivement par les hommes pour dominer une femme, en entremêlant des violences physiques répétées avec trois tactiques tout aussi importantes, l'intimidation, l'isolement et le contrôle. Alors il reconnaît que les violences physiques peuvent blesser, voire tuer, bien évidemment, mais il dit aussi que le contrôle coercitif peut être psychologiquement dévastateur. Et il considère que le préjudice principal que les hommes violents infligent est politique et non physique, et reflète la privation de droits et de ressources nécessaires à la personne et à la citoyenneté. Alors pour résumer un petit peu ce modèle-là, qui est en débat, évidemment, il y a des lois qui passent, qui adoptent ce modèle-là dans la législation de certains pays, il est critiqué pour certaines raisons. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le but de mon intervention, mais il y a un moyen mémotechnique de se rappeler de ce qu'il veut dire, en fait, c'est ISIV, isolement, contrôle, intimidation, violence. Et de fait, vous allez voir que ce modèle-là est très proche des modèles qui l'ont précédé et qui est très proche aussi du modèle de la stratégie de l'agresseur dont Gonella vous a parlé. Le contrôle coercitif, en fait, est une notion ancienne, comme la route du lutte qui est sortie dans les années 80, comme tout un tas de notions qu'on a aujourd'hui. On peut parfois se dire « Ah, mais elles sont nouvelles », alors qu'en fait, non. Il y a des personnes qui les ont déjà portées, et donc on se demande si jamais on n'est pas en fait en train d'écrire sur du sable, à devoir toujours recommencer à écrire et à redire la même chose. Et par exemple, Anne Jones et Susan Chester, américaines, elles écrivaient en 93
qu'elle définissait la violence comme un schéma de contrôle coercitif qu'une personne exerce sur une autre dans le but de dominer et de parvenir à ses fins. La violence est un comportement qui porte atteinte physiquement, suscite la peur, empêche une personne de faire ce qu'elle veut, ou bien la contraint à adopter des comportements qu'elle n'a pas librement choisis. Et donc c'était extrait de cet ouvrage-là qui a été traduit au Québec en 1994 en français, qui s'appelait « Quand l'amour ne va plus », je crois. Et donc le sous-titre était à l'époque déjà hyper intéressant. Elle disait « Les stratégies pour les femmes avec des partenaires contrôlants » et « Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous ne pouvez rien faire de bien ?» Donc avec justement cette idée qu'en fait l'agresseur, de toute façon, quoi que la victime fasse, il lui reprochera quelque chose. En 1993, Catherine Corkwood a fait des entretiens avec des femmes séparées d'un conjoint violent et elle définissait la violence psychologique en disant qu'il s'agissait de privation, on prive la victime de ressources, de surresponsabilisation, elle devient responsable de tout et de n'importe quoi. On la dévalorise, ce qu'on retrouve dans la stratégie de l'agresseur dont Gwenola a parlé, on l'objectifie, on le retrouve aussi dans la stratégie de l'agresseur, la peur, de la même manière. Il y a aussi la distorsion de la réalité subjective. En fait, c'est comment est-ce que l'agresseur va remettre en doute constamment la victime. Elle vit des choses réelles, elle vit de la violence, et l'agresseur va lui dire que ce n'est pas de la violence. Et justement, en 1986, dans un livre de Jenny Niccarty, Getting Free, qui était un guide adressé aux femmes victimes de violences conjugales, elle parlait de crazy making. Patricia en a parlé hier, c'est rendre folle, le fait que les agresseurs tentent de rendre folle la victime. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu dans tous les entretiens que j'ai réalisés, c'est une constante. Donc la stratégie de l'agresseur, étant donné que Gwenola vous l'a présentée, je ne vais pas revenir dessus. Donc, je vais maintenant vous présenter un petit peu comment j'ai conduit les entretiens, mais aussi des extraits de ces entretiens qui donc vont parler à la fois de la stratégie de l'agresseur, mais aussi des réponses institutionnelles. Alors, j'ai recruté 16 femmes par bouche à oreille ou bien par les réseaux sociaux. Au début de mon travail de terrain, comme je l'ai indiqué hier, en fait, je l'ai recruté en demandant à des amis s'ils ne connaissaient pas des femmes qui s'étaient séparées de manière conflictuelle ou alors qui avaient vécu une séparation difficile. Mon idée, c'était pas de minimiser. Mon idée, c'était de partir en fait de la représentation sociale de la violence conjugale comme conflit. Souvent, on confond les deux. Et justement, en faisant les entretiens, l'idée c'était, est-ce que c'est vraiment du conflit? Est-ce que c'est de la chicane, une dispute avec négociation et égalité derrière? Ou bien, est-ce que c'est de la violence? De fait, dans tous les cas que j'ai rencontrés, il s'agissait bien de violence conjugale avec une prise de pouvoir et de contrôle net de l'homme sur la femme. Et donc, c'est en ça que je dis que je n'ai employé le mot violence que si elle-même l'employait. Il y a certaines femmes que j'ai rencontrées et qui elles-mêmes déjà parlaient de violence, donc à cette femme-là, je n'allais pas dire parlez-moi du conflit ou de ce genre de choses. Ce n'était pas le mot de départ, en fait. Donc, évidemment, j'adaptais mon discours aux femmes elles-mêmes. Les entretiens ont parfois été répétés, réalisés en face à face ou par téléphone. En tout, ça représente 40 heures d'entretien. Et je ne leur pose pas des questions sur la violence qu'elles ont vécue, parce que je me dis que si jamais je leur pose des questions sur la violence, elles vont peut-être ne parler que de certains actes qu'elles se représentent comme étant violents, en sachant que ce n'est pas juste elles qui se représentent, c'est aussi les représentations sociales générales en fait, qu'on a de la violence. Et donc je leur demande en fait, de raconter leur histoire ou de décrire ce qu'elles ont vécu. Alors c'est un rappel très bref, ce que Patricia l'a fait de manière très claire hier. On rappelle que les violences ne s'arrêtent pas à la séparation, notamment lorsque le couple séparé a eu des enfants. On rappelle aussi que les hommes violents avec leurs compagnes le sont aussi avec leurs enfants dans la grande majorité des cas, et que les enfants sont touchés et impactés par la violence du père contre la mère. Alors j'en arrive aux extraits d'entretien en eux-mêmes. Alors je préviens que certains de ces extraits peuvent être difficiles à entendre pour des victimes pour des femmes qui auraient vécu ça. Et en même temps, je dis aussi aux personnes qui sont dans des institutions, qui doivent écouter les victimes, je leur dis c'est l'opportunité d'entendre aussi un récit de femme qui a vécu de la violence conjugale. Et quelque chose qui me semble aujourd'hui évident, mais qui en fait je crois n'est pas si évident que ça. Simon tout à l'heure nous disait on n'écoute pas assez les enfants, mais je crois qu'on n'écoute pas assez non plus les femmes en fait, honnêtement. Et donc j'ai rappelé le fait qu'il faut les écouter, non seulement, prendre le temps de les écouter quand on peut l'avoir ce temps-là et qu'il faut prendre, et surtout aussi derrière les prendre au sérieux, pas les écouter pour être en train de recueillir quelque chose et puis ensuite le mettre de côté, non, les prendre au sérieux. Donc premier extrait d'entretien, c'est Julie qui me dit « Je ne savais pas comment m'en dépatouiller, sortir de cette situation-là. J'étais vraiment aigrie, j'étais éteinte, je ne voyais plus personne, alors que moi, je suis quelqu'un qui est vachement sociable. Je ne voyais plus personne, j'étais enfermée avec mon petit à la maison. » Donc là, elle décrit non seulement l'isolement qu'elle a vécu, qui est très net, elle dit qu'elle ne voyait plus personne,
2 fois. Mais on voit aussi que en fait, cet isolement est aussi la conséquence de la dévalorisation par l'agresseur. En fait. L'agresseur commence par l'isoler, mais il la dévalorise, et cette dévalorisation-là empire son isolement, parce qu'elle ne sait plus du tout comment s'en sortir, elle est vraiment aigrie, elle est éteinte. Alors qu'avant, en fait, elle était sociable, et donc c'est la conséquence du comportement de l'agresseur qui a non seulement isolé cette femme, mais qui l'a aussi détruit son côté sociable qu'elle avait avant. Alors dans la dernière phrase, elle dit aussi « j'étais enfermée avec mon petit à la maison », donc on voit comment est-ce qu'elle est reléguée aussi au travail domestique, à s'occuper en particulier de son petit. Je me sentais complètement prisonnière, je me sentais complètement piégée. J'étais une étrangère, j'étais dans un petit village et dans une maison isolée. Donc ça c'est Rebecca qui me le dit. Les noms ne sont pas les noms réels, ce sont des pseudonymes. Donc là, en fait, c'est une femme étrangère qui me dit ces mots-là qu'on retrouve souvent dans le récit des femmes victimes de violences conjugales. Se sentir prisonnière ou se sentir piégée. Mais elle me dit aussi qu'elle était étrangère et qu'elle était dans un petit village, à la campagne, et encore plus, une maison isolée. Et dans l'entretien, on voit que son isolement n'est pas seulement un isolement géographique à la campagne, c'est aussi un isolement linguistique. Elle ne maîtrise pas bien le français. C'est aussi un isolement culturel, parce qu'elle ne connaît pas la culture française. Et donc, par conséquent, c'est aussi un isolement par rapport aux institutions. Elle ne connaît pas comment il faut aller porter plainte, comment il faut faire ceci ou cela. Et donc on voit que pour cette femme-là qui est étrangère, les difficultés et l'isolement s'accumulent au vu de sa situation et de la stratégie de l'agresseur. Financièrement, il m'a tout pris, il m'a pris mes enfants, il m'a tout pris et je me suis retrouvée seule. Donc là, c'est Ghislaine qui me le dit. En fait, il l'isole au début et après la séparation, il profite, ça je reviendrai dans un autre entretien, d'un moment de faiblesse. Je pense que c'est une expression qui est mal choisie, mais d'un moment où elle est très vulnérable, un moment qu'il a lui-même provoqué d'ailleurs, pour demander un divorce où il finalement prend ses biens, l'extorque. Moi j'appelle ça de l'extorsion en fait. Un divorce qui sur le papier s'appelle un divorce par consentement mutuel. Bien sûr, il est où le consentement là-dedans, franchement? Et donc en fait elle décrit qu'elle était déjà isolée, mais qu'il l'a encore plus isolée en lui enlevant ses biens et ses enfants. Il l'a privée de ses ressources. Tous les jours, j'étais une mauvaise mère, et tous les jours, j'étais une femme atroce, et tous les jours, j'étais une grosse merde. Alors ça, c'est Julie qui me le dit, donc j'étais une grosse merde, voilà, je pense que c'est une expression très claire qui montre la dévalorisation. Mais il y a aussi 2 choses qui me semblent vraiment importantes. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça précisément? J'étais une mauvaise mère, c'est parce que les agresseurs critiquent les capacités maternelles, en fait, des victimes. Ils vont jamais dire que ce qu'elle fait, c'est bien. Toujours, il y aura toujours un reproche à faire sur la manière dont elle s'occupe des enfants. Tous les jours, j'étais une femme atroce. Et donc là, on voit aussi, vous vous rappelez la stratégie de l'agresseur, l'inversion de la culpabilité. Elle se sent, elle, atroce, alors que c'est son comportement à lui qui l'est. Et pour autant, elle se ressent être, elle, une femme atroce. J'avais le sentiment d'avoir absolument aucune place, aucune existence, quoi. Par rapport à l'allaitement, il me comparait à une vache. Donc là, on voit que le fait qu'il la compare à un animal, ça la déshumanise, en fait. C'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres entretiens aussi. Quand les femmes allaitent, les agresseurs peuvent les comparer à des animaux, à des vaches en particulier. Et là, on voit aussi le fait qu'elle est isolée. Elle a le sentiment d'avoir aucune place, aucune existence. C'est toujours Sylvie. J'avais l'impression, quand j'étais avec lui, d'être une moins que rien, mais grave, quoi. À avoir peur de parler. Même dans sa famille, je parlais très très peu, j'étais vachement effacée. C'est extrêmement insidieux la façon dont il s'y est pris. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois la dévalorisation. J'avais l'impression d'être moins que rien. Et on voit aussi que la dévalorisation, encore une fois, elle provoque de l'isolement. Parce que, étant donné qu'elle est dévalorisée, elle a peur de parler. Et donc, si elle a peur de parler, elle va avoir des difficultés à trouver du soutien. Donc, on voit comment, et là je pense que je l'ai suffisamment montré, même s'il y a encore quelques extraits, comment est-ce que toutes les stratégies de l'agresseur se conjuguent en fait vers un isolement de plus en plus important de la victime. Mais de fait, dans les entretiens, je voyais aussi que ces femmes-là, elles me disaient qu'elles avaient elles-mêmes analysé la stratégie de l'agresseur. C'est extrêmement insidieux la façon dont il s'y est pris. Elles me décrivent en fait ce que je vous dis là aussi en fait. Elles ont elles-mêmes, selon le parcours qu'elles ont, selon les rencontres qu'elles ont faites, etc., selon le temps qui sépare la séparation et l'entretien, elles ont pu développer elles-mêmes des analyses, bien évidemment, de ce qui leur est arrivé. Julie nous dit « c'était toujours moi qui étais en tort, c'était toujours moi qui déconnais, c'était toujours moi qui dérapais, et sa violence, pour lui, elle était vraiment justifiée. » Donc là, une inversion de la culpabilité, une surresponsabilisation très claire,
quoi qu'elle fasse. Enfin, s'il y a quelqu'un qui est tort, c'est elle qui est toujours en tort, qui déconne, qui dérape. Et donc elle décrit aussi comment est-ce que la violence de l'agresseur, comment l'agresseur justifie sa violence. Il se contente dans ce rôle de victime en disant qu'effectivement, je suis horrible, je ne veux pas qu'il voie son enfant, je l'ai enlevé. Alice est inquiète pour la sécurité de son enfant, et l'agresseur inverse la culpabilité en mobilisant les enfants. Il lui dit que c'est elle qui est horrible, et il lui dit qu'elle a enlevé l'enfant, alors que la mère est inquiète pour la sécurité de son enfant. Le père s'est déjà montré violent envers cet enfant. Il m'a présenté sa rupture comme faisant suite à 10 mois de violence avec son ex, qui l'aurait frappé, etc. On avait l'impression d'un petit enfant, en fait. On aurait dit un oiseau tombé du nid, malheureux. C'est pour ça que très rapidement, en fait, je me suis mise à l'aider et à le plaindre. Alors là, en résumé, il inverse la culpabilité en se présentant comme un homme battu. Mais j'ai réfléchi à cet entretien et je me dis, vous rencontrez une personne, vous tombez amoureux d'une personne, cette présente vous dit qu'elle a été victime de violences conjugales. Spontanément, vous êtes empathique, évidemment, vous voulez la soutenir, vous voulez que les choses s'arrangent. Et bien là, de fait, c'est un agresseur qui s'est présenté à la victime pour justement entretenir la confusion, pour dire à cette femme qui allait devenir la victime, elle, que c'était lui la victime et qu'il avait eu des problèmes toute sa vie avec les femmes. Donc on voit à quel point, là, il y a une stratégie vraiment très perverse et consciente, en tout cas, de cet homme-là, qui va se présenter comme des hommes battus. Et justement, je dois dire que quand on a une relation entre un homme et une femme et qu'on se présente avec une femme qui décrit contrôle, pouvoir, etc., et qu'en face on a un homme qui dit non mais c'est moi la victime, très sincèrement, demander avoir des éléments sur son parcours à lui, sur son récit à lui, parce que ça pourrait très bien être un homme violent qui veut inverser la culpabilité. Et on peut avoir tendance à complètement croire, il suffit juste qu'une femme réponde à un moment par une gifle et il va se présenter comme un homme battu. Mais cette gifle-là, dans quel contexte elle a eu lieu? Est-ce que c'était pas en réponse à la violence? Voilà. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment être très très attentif. J'avais qu'une seule trouille, c'est qu'un matin, il me saute dessus et qu'il me trucide, alors que c'était pas justifié, il n'aurait jamais fait ça, mais bon, j'avais quand même cette peur-là. Donc là, la peur, dans les entretiens, elle est extrêmement présente. Et là, il y a la peur d'être tué, qui est aussi très présente. Elle dit pourtant, c'était pas justifié, il n'aurait jamais fait ça, mais bon, j'avais quand même cette peur-là. Donc je me dis, selon elle, elle n'a pas de raison d'avoir peur d'être tuée, mais pourtant, elle a peur d'être tuée. Ce genre d'extrait-là me fait dire qu'en fait, toute menace que l'homme violent porte est en fait, d'une certaine manière, une menace de mort. Il y a une morbidité tellement présente dans sa manière de faire que c'est difficile, en fait, dans les menaces que fait les hommes violents, de ne pas... Quand on creuse, on peut y voir justement très souvent une menace de mort, en fait. Et il y a un autre extrait d'entretien qui le montre. Je pars chez mes amis puisque je m'y sentais un peu plus en sécurité. Toute seule dans mon appartement, j'avais trop peur qu'il débarque et qu'il reprenne l'enfant, enfin que ce soit très violent, quoi. Donc là, elle a peur qu'il s'en prenne à l'enfant ou alors au lien avec sa mère qui s'en prenne, qui violente l'enfant ou bien qui retire l'enfant à la mère. Là, je voudrais quand même préciser que dans mes entretiens, je n'ai pas seulement vu des femmes qui me décrivent la violence qu'elles ont subie, je vois aussi des femmes qui me racontent les stratégies qu'elles développent, les stratégies de protection, de résistance. Et là, le fait, c'est que cette femme-là, elle a des amis chez qui elle peut aller se sentir en sécurité, des amis qui connaissent ces situations, des amis qui la soutiennent dans ses procédures, etc., qui fait qu'elle peut avoir ce répit-là. Si jamais elle n'avait pas ses amis, elle resterait chez elle et elle serait dans la peur. Mais là, elle a cette opportunité-là qui fait qu'elle peut trouver protection. Et de fait, c'est quelque chose qui est primordial. Je vous dirai tout à l'heure que l'existence d'un soutien pour les victimes de violences est quelque chose de primordial, justement, et qui change beaucoup les choses pour elles, en fait. J'ai droit toujours aux insultes, toujours pareil. Un jour, je vais te faire payer, essaie de reprendre ma fille, tu vas voir ce que je vais te faire. Et là, la justice, elle traîne et je ne sais pas comment ça va se terminer. Vous voyez la menace? Moi, je vois ça comme une menace de mort. Il ne dit pas, je vais te tuer. Il dit, essaye de reprendre ma fille, tu vas voir ce que je vais te faire. On peut l'interpréter très clairement comme une menace de mort, d'autant plus qu'il a eu des comportements où c'était plus explicite. Mais moi, j'ai vraiment du mal, en fait, à ne pas dire menace égale menace de mort dans ces cadres-là. Et là, en fait, on voit que la peur de cette victime est entretenue par la lenteur des institutions, parce qu'en fait, elle attend que les procédures avancent. Elle l'attend, donc elle a peur. Elle vit dans la peur qu'il commette des violences contre elle.
Il me menaçait avec des couteaux, c'était absolument infernal. Il me suivait au travail, il était capable de débarquer dans le train, de me faire une scène si j'avais un collègue qui avait fait la première partie du trajet avec moi. C'était absolument invivable. Donc après la séparation, en fait, l'agresseur, comme stratégie pour reprendre le contrôle, il peut la suivre et il peut la menacer. Et il cherche à maintenir le contrôle en provoquant la peur. Là, on peut tout à fait imaginer que non seulement elle, comme son collègue aussi, aurait pu subir des violences de la part de cet homme-là. On peut supposer aussi que l'agresseur pourrait justifier ce comportement-là par de la jalousie, alors qu'en fait il s'agit d'une technique de contrôle et d'intimidation. Il venait en bas de l'immeuble surveiller. Il venait passer, il mettait le doigt sur la sonnette. Voilà. Il me harcelait au téléphone, sur le téléphone portable, le téléphone de la maison. Donc ça, c'est Catherine qui nous dit ça. Donc il peut aussi la surveiller, la harceler, et c'est une manière aussi de reprendre le contrôle après la séparation. Donc on voit qu'ils utilisent tout un tas de stratégies différentes, les moyens technologiques disponibles, téléphone fixe, téléphone portable, ça peut être les mails, ça peut être les réseaux sociaux, etc. Et parfois, on voit aussi qu'en fait il cherche à rappeler sa présence, qu'il est toujours là. Il vient sonner en bas. Et donc elle se doute que c'est lui, et elle apprend par la suite que c'est lui. Mais du coup, ça va provoquer chez elle la peur à chaque fois que quelqu'un va sonner chez elle. Elle ne se demandera pas si jamais c'est pas cet agresseur-là qui vient l'importuner. Enfin l'importuner, on va dire, c'est un mot mal choisi, qui vient s'en prendre à elle en fait. Quand il avait décidé qu'il fallait que je le suive, j'avais rien à dire. Que ça me plaise ou non, il fallait préparer le pique-nique et basta, c'est lui qui avait décidé. Alors ça, je pense que c'est pour illustrer la notion du contrôle en général. L'homme décide et la victime exécute. Là, on voit en fait qu'elle ne décrit pas de violence à proprement parler immédiatement au moment où elle décrit le fait qu'elle va préparer le pique-nique. Donc en fait, dans cette situation-là, où il y a une situation de pouvoir et de contrôle, en fait, ce contrôle-là, il peut être exercé sans violence. Là, elle ne ressent pas en fait de violence. Pour autant, elle cède, elle ne consent pas. Ce serait complètement incorrect de dire qu'elle consent à ce qui se passe. Elle cède parce qu'il y a cette contrainte permanente, cette menace permanente qui pèse sur elle. Alors, j'ai voulu prendre le temps de revenir brièvement sur une question. Parfois, j'ai l'impression qu'en France, notamment, on a tendance à psychologiser les hommes violents et à dire « Ah, ça vient probablement du fait qu'ils ont des troubles mentaux, que ce sont des hommes fous ou quoi ». Eh bien, de fait, on sait que la plupart des hommes violents ne souffrent pas de troubles de la personnalité. Et je vais vous présenter 2 études. Mais de fait, d'abord, il faut constater qu'un nombre important d'études montre qu'un nombre important de femmes subissent de la violence masculine partout dans le monde. Alors, on peut faire une hypothèse. Est-ce que tous ces hommes sont fous ? Très sincèrement, je pense que ça ne tient pas la route. Et il y a une étude de Gales de 2017 qui a estimé que seulement 10% des actes de violence des hommes envers les femmes sont dus à des troubles mentaux. Une étude aussi d'Edward Gondolf de 2003 où il avait récolté des données auprès de 840 hommes recrutés dans des programmes d'intervention pour hommes violents. Et il disait que moins de la moitié de ces hommes montraient des signes de troubles de la personnalité, qu'un quart montraient des signes de troubles mentaux graves, et qu'il retrouvait des tendances antisociales et narcissiques chez 39% des cas. Mais son analyse était qu'en fait, ça reflétait plus qu'une pathologie à proprement parler, le sens du tout mais dû attribué aux hommes violents, l'entitlement en anglais, c'est-à-dire l'idée qu'ils ont tous les droits et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors, de fait, j'ai noté souvent attribué aux hommes violents et j'ai l'impression qu'on ne peut pas nier le fait qu'on est dans une société patriarcale et que de fait les hommes sont construits d'une telle ou telle manière et que les hommes sont construits aussi à justement avoir ce sentiment d'avoir le droit de faire beaucoup de choses en fait. Et on ne va pas forcément leur dire, de manière générale, on ne va pas forcément nous dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc j'aurais pu peut-être enlever violent à homme, je pense que j'aurais pu le faire. Et justement, si jamais on veut généraliser, le sociologue Léo Tyrvidal, que Gonala a mentionné, il disait que lui, en fait, pour son hypothèse, c'était que les hommes, ils sont conscients d'opprimer, et qu'en fait, tout au long de leur existence, ils vont développer tout un répertoire d'attitudes et de pratiques consciemment destinées à obtenir tel ou tel résultat dans leur rapport avec les femmes. Et on voit à quel point des petits garçons dans la cour de récréation peuvent avoir tel ou tel comportement avec des filles. Donc il y a des études qui montrent justement des comportements qui sont en fait des comportements d'oppression et qui sont entretenus, et notamment de manière explicite et de manière extrême par les hommes qu'on appelle ici violents. Quelles sont les réponses institutionnelles ? Alors, je vais reprendre quelques éléments de l'étude qu'on a réalisée avec Gwenola à partir d'entretiens qui ont été réalisés avec des femmes accusées d'aliénation parentale. Alors, avant notre étude et au début de notre étude, on avait commencé à rencontrer des femmes, soit dans nos recherches, soit dans notre travail de soutien, et on faisait un constat qui était l'aliénation parentale, cette accusation a lieu dans un contexte de séparation parentale, ce qui est assez évident, et je crois que les accusations d'aliénation parentale sont quasiment jamais faites au moment de la vie de couple. Et c'était des cas vraiment terribles où le père agresse sexuellement l'enfant,
mais qu'il finit par obtenir la résidence de l'enfant en utilisant justement cette accusation d'être aliénante contre elle. Mais on a étendu les entretiens et on s'est rendu compte qu'en fait, l'accusation d'aliénation parentale n'entraînait pas forcément un transfert de garde à l'homme violent, et que ce n'était pas forcément des violences sexuelles, mais que ça pouvait être d'autres formes, comme par exemple la victime de violences conjugales ou d'autres types de violences psychologiques ou bien physiques. Et on a aussi constaté, et ça c'est assez embêtant finalement, que l'aliénation parentale n'est pas forcément mentionnée explicitement. Le mot aliénation parentale peut être présent dans certaines situations, mais il peut y avoir aussi l'idée d'une mère pathologique, l'idée d'une mère fusionnelle, etc. Et si jamais on peut, par exemple en France, avec la fiche du ministère de la Justice dont parlait Gwenola, critiquer quand le syndrome d'aliénation parentale est dit explicitement, quand il est dit mère fusionnelle, là on a moins de prise, on n'a pas cet outil-là justement pour contredire cette accusation. Après, il y a bien d'autres outils qui peuvent être utilisés pour la contredire. Donc en fait, on a interrogé 13 femmes. Alors j'ai mis 7 plus 6 parce qu'en fait, au début, on a interrogé 7 femmes. Donc c'était des femmes qu'on a interrogées à partir des réseaux sociaux. Et en fait, c'était un compte militant, en fait, contre les violences faites aux femmes qui a fait le recrutement. Donc c'est très clair qu'il pu y avoir un biais sur la suite de ce que je vais dire. Et ensuite, on a interrogé 6 femmes qui, en fait, elles se sont présentées soit spontanément à nous, ou bien alors qu'on a contacté via des forums de santé et de psychologie généralistes. On cherchait des témoignages sur ces forums, des femmes qui ont été accusées d'aliénation parentale et qui voudraient bien nous parler du contexte de cette accusation. Et de fait, ce qu'on a constaté, que ce soit les femmes qui ont été contactées via les réseaux sociaux avec un compte militant, ou bien les femmes qui se sont présentées à nous, ou bien celles qui ont été recrutées sur un forum, elles sont toutes victimes de violences conjugales. Alors honnêtement, ça ne nous a pas du tout étonnés en fait. Après, il faut qu'on continue la recherche, qu'on vérifie, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un cas où il y a une accusation d'aliénation parentale, où il n'y a pas de violence conjugale. Nous, sincèrement, on se dit avec Gwenola, je veux dire, accuser quelqu'un d'aliénation parentale, c'est accuser quelqu'un d'être folle, quoi. Donc ça correspond en fait à la stratégie de l'agresseur qu'on voit tout le temps, et c'est quand même assez violent de dire à quelqu'un, oui, toi, tu fais de l'aliénation parentale, en soi. Donc honnêtement, on a vraiment du mal à concevoir qu'il puisse y avoir des accusations sans contexte de violence conjugale. Et donc ces femmes-là subissent de la violence psychologique, du contrôle, isolement, critique de leur capacité maternelle, comme je l'ai indiqué, et les enfants sont co-victimes de cette violence conjugale ou d'autres formes de violence. Et justement, là où cette étude est intéressante, et peut-être plus que mon corpus de thèse, c'est qu'en fait, on est dans cette situation où c'est des femmes qui sont dans des procédures longues et des procédures complexes. En tout cas, il y a forcément des procédures devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des enfants. Et de fait, tout ça, ça fait une sorte de terrain propice à l'instrumentalisation pour l'agresseur. Il peut instrumentaliser les institutions ou la loi pour reprendre le contrôle et maintenir le contrôle sur la femme et les enfants. Par exemple, comme Gwenola le disait, il peut utiliser l'exercice conjoint de l'autorité parentale où il va imposer ses propres choix et aussi maintenir un contact avec la mère. Il va la harceler par téléphone et la surveiller par vidéoconférence, mais il va justifier ça par le fait que papa et maman doivent discuter de l'intérêt de l'enfant. Il va utiliser son autorité parentale pour interdire tout suivi psychologique des enfants. On y a fait référencière et ça c'est vraiment un problème dans beaucoup de pays en Europe et dans le monde. C'est le fait qu'une mère veut par exemple envoyer son enfant chez le psy pour avoir un suivi psychologique. Le père qui vraisemblablement est celui qui commet les dégâts sur l'enfant peut dire « Ah mais non, je ne suis pas d'accord, arrêtez le suivi psychologique ». Donc il y aurait peut-être un changement légal d'urgence à faire sur cette question-là, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vraiment très problématique. La violence, elle peut se produire pendant les retours des enfants, et de fait, le père peut aussi utiliser les enfants pour contrôler, surveiller ou bien dénigrer la mère. On a vu ce genre de situation-là ces derniers jours. Il peut aussi dénoncer la mère comme étant maltraitante, alors qu'elle est victime, aux services sociaux et à la police. Et donc là, encore une fois, attention, à partir du moment où il y a un père qui dit dénonciation aux services sociaux, mais madame est maltraitante. Et où la mère dit « je suis victime de violences conjugales », est-ce que le père n'est pas en train d'essayer d'inverser la culpabilité ? Vraiment faire attention à ces situations-là, et on va voir les conséquences absolument désastreuses qu'elles peuvent avoir. Il peut faire pression ou voire porter plainte contre les soutiens professionnels. Si elle trouve un ou une psychologue qui lui fait une attestation pour la victime et les enfants, il peut porter plainte à l'ordre du médecin, du psychologue, ou bien voire même envisager des plaintes pénales. Il peut faire de faux témoignages par des amis, mais aussi par des professionnels. Alors, un cas où le père est policier, alors lui, il demande carrément à ses collègues policiers d'appeler la mère pour lui demander de rendre l'enfant. Alors, dans mes entretiens, je ne rentrerai pas dans le détail, mais j'ai fait un entretien dans ma thèse où c'était une femme, situation similaire, ex-policier, et en fait, il demandait à ses collègues de suivre en voiture la victime. Donc, on voit une complicité institutionnelle explicite
avec l'agresseur, où les services de police en viennent à être complices de lui. Donc ça, c'est vraiment terrifiant. Il peut porter plainte abusivement pour non-présentation d'enfant. Alors ça, ce sont des trucs qui sont assez invraisemblables. En fait, en France, il y a un délit, c'est la non-présentation d'enfant. Si un parent ne présente pas son enfant, il peut être poursuivi pour ça. Parfois, le père ne va pas chercher l'enfant et il va directement porter plainte pour non-présentation d'enfant. Parfois, les plaintes sont classées sans suite, mais parfois, il y a des poursuites quand même. C'est complètement absurde, mais pourtant, ça peut porter ses fruits. Il peut instrumentaliser le centre médico-psychologique, donc c'est un centre où l'enfant est suivi psychologiquement, essayer de donner sa version de l'histoire, etc. aux intervenants. Il peut aussi faire dépayser l'affaire dans un tribunal où les experts sont connus pour défendre l'aliénation parentale. Ça, on l'a vu dans notre étude et on le voit en fait. Et ça, c'est vraiment, on se dit, il faut y penser. En fait, faire dépayser, du coup, je pense que c'est une opportunité en fait quand on ne souhaite pas qu'une affaire ait lieu dans une certaine ville, on peut demander à ce que l'affaire ait lieu dans une autre ville. Et parfois, il y a des hommes violents qui vont faire en sorte de tomber sur une ville où les experts sont connus pour défendre l'aliénation parentale. Alors les accusations, elles peuvent provenir soit du père agresseur lui-même, soit de sa famille. Ça peut être aussi des professionnels qui soutiennent le père, comme par exemple l'avocat du père. Ça peut être un expert psychiatre qui le dit dans son expertise. Et parfois, ces accusations-là peuvent être reprises par les juges et par les travailleurs sociaux. On a vu qu'il y avait un double standard vraiment très très clair dans cette enquête-là. C'est qu'on voit que d'un côté, il y a des institutions qui vont demander à des mères de reprendre rapidement des contacts avec leur ex-conjoint alors qu'il a été condamné pour violence conjugale. Et de l'autre côté, pour des mères accusées d'aliénation parentale qui ont perdu la résidence des enfants, elles sont 4 sur 13, l'accusation reste en fait une étiquette qui est difficile à effacer même plusieurs années après. Elle reste considérée comme dangereuse pour les enfants. Et donc, d'un point de vue légal, on se demande, mais c'est quoi en fait la proportion de la peine là ? C'est-à-dire, lui, il a été jugé dans un tribunal, et elle, il n'y a pas eu de décision de justice, et pour autant, en fait, on l'empêche de voir ses enfants pendant des années. Enfin, normalement, le principe légal de la proportion des peines devrait être respecté. Normalement, là, on dit cet homme-là a purgé sa peine, mais elle, quand est-ce qu'elle pourra purger sa peine ? Donc, on voit en fait qu'il y a un fond de condamnation en fait de ces mères-là qui en fait n'a rien de raisonnable en fait d'un point de vue légal. Je vais revenir maintenant à mon corpus de thèse, où là, en fait, je rappelle que la complicité institutionnelle, là, dans le cas que je vous ai montré, c'était vraiment une instrumentalisation très souvent volontaire. C'est l'agresseur qui va dire à ceci, à cela, que c'est moi la victime, etc., à user stratégie contre des institutions de manière très claire. Mais en fait, parfois, la complicité institutionnelle, en fait, elle peut exister sans intervention de l'agresseur. On va le voir, par exemple, avec un médecin. Julie me dit « C'était juste avant que je décide vraiment que c'était trop et qu'il fallait que je m'en aille. Je suis allé voir mon médecin pour qu'il me prescrive des rendez-vous de psychiatrie et pour que je fasse une psychothérapie. Et il m'a dit « Non, mais là, vu votre stade et vu votre état, vous allez prendre des antidépresseurs, sinon vous allez tout foutre en l'air, votre couple et votre famille. » Josiane, hier, nous parlait du fait qu'elle avait pu être accusée d'être une briseuse de ménage il y a des décennies. De fait, là, c'était en 2015, je crois, on a finalement un médecin accusé une victime de violence conjugale d'être une briseuse de ménage, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Et donc, plutôt que de la soutenir, elle cherchait du soutien. Pas forcément, elle ne voulait pas un certificat prouvant que l'homme est violent ou quoi, elle voulait juste du soutien, au moins être écoutée sur sa souffrance. En fait, le médecin va lui prescrire des médicaments et lui demande de rester avec l'agresseur. Alors qu'en fait, ce que le médecin n'a pas vu, c'est que c'est l'agresseur qui provoque cet état chez elle. Et de fait, lui aussi, comme l'agresseur peut le faire, il surresponsabilise la victime. Là, on voit, et là c'est plus grave, plus grave. Là, les conséquences sont vraiment terribles aussi, avec un psychiatre. Ce psy-là m'a fait prendre des médicaments, en fait, et ça a fait l'effet complètement inverse. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, moi, avec un tempérament qui a toujours été de l'avant, qui ne s'est jamais laissé démolir ni quoi que ce soit. J'ai pris ça et j'ai fait une très très grosse dépression, avec une tentative de suicide. Voilà, et après cette tentative de suicide, mon ex-mari m'a emmené chez un avocat et a décidé de divorcer. C'est dans ce contexte que j'ai divorcé. Donc là, en fait, on voit que le psychiatre prescrit des médicaments et la médicalise de manière complètement inappropriée, et résultat, ça affaiblit complètement la victime, jusqu'à ce qu'elle finisse par faire une tentative de suicide, notamment. Donc il renforce, en faisant ça, en n'ayant pas vérifié en fait, les conséquences de cette prescription-là, il a renforcé le pouvoir et le contrôle par l'agresseur finalement. Et c'est la femme qui disait, Ghislaine, qui disait financièrement il m'a tout pris, parce qu'en fait c'est cet homme-là qui va lui demander, alors qu'elle vient de faire une tentative de suicide,
de divorcer par consentement mutuel où il lui cède les biens, donc où il l'extorque justement en profitant de cette vulnérabilité-là. Alors, un enfant qui parle à des assistantes sociales de violences sexuelles commises par son père. Puis d'un seul coup, pof, le chef de service, il décide que c'est pas vrai. Après, on est passé je sais pas combien de fois devant ces gens-là. Moi, j'ai pas vu tout le rapport, mais évidemment, tout était contre moi. Mon enfant a été placé en foyer et moi, j'avais eu le droit de le voir un petit peu. Et j'ai été le voir, il a recommencé à me parler. Je l'ai dit à l'éducatrice qui était là, et du jour au lendemain, j'ai plus le droit d'aller voir mon fils et de me promener avec lui. J'avais le droit de le voir que dans la salle, voilà. Après ça, ils ont jugé que j'étais une mère fusionnelle, néfaste pour mon enfant, que je porte des fausses accusations. Donc là, on voit qu'un service de protection de l'enfance, en fait, nie entièrement les accusations portées par l'enfant et va finir par inverser la culpabilité en disant que la responsable, c'est cette mère qui est trop fusionnelle, qui est néfaste, qui porte des fausses accusations. Ils auraient pu dire qu'elle est aliénante, etc. On peut voir aussi la complicité d'un expert judiciaire avec l'agresseur. C'était des expertises psychiatriques qui avaient été faites dans le cadre des viols que j'avais dénoncés sur mon ex-mari me concernant, dans lesquels, lui, il était blanche colombe, alors que moi, on me reprochait d'être abandonnique. Alors, dans la suite de l'entretien, juste après, elle me dit « abandonnique », bon, en fait, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire on lui reproche d'être abandonnique, mais quel lien ça pourrait avoir avec la violence qu'elle a subie? Donc il y a aussi ce truc de, non seulement on dit, lui, l'agresseur est Blanche Colombe, mais on lui dit à elle qu'elle est quelque chose qui finalement, quel lien ça pourrait avoir avec la violence qu'elle a subie aussi? Enfin, c'était assez perturbant en fait de faire face à cette expertise-là, où on peut avoir des expertises dans lesquelles la mère est considérée comme aliénante, etc. Là, c'était abandonnique. On se demandait un peu quel rapport ça pouvait avoir finalement. Donc là, de fait, l'expert judiciaire va inverser la culpabilité. Alors là, c'est vraiment le « on n'y comprend rien ». Franchement, ça c'est pas du tout raisonnable, vraiment. Enfin, mais tout le reste n'est pas raisonnable, mais là, c'est... après une convocation par la protection de l'enfance, l'agresseur a dénoncé la mère comme étant maltraitante à peu près tout le monde. Lui, il a prévenu tout le monde que madame était maltraitante. Ce jour-là, en fait, j'aurais dû pas parler. Là, il a tout monté contre moi. Et après, je demande un rendez-vous avec la directrice de l'école. Je dis « Excusez-moi, madame, vous dites que ma fille, elle connaît pas le poème de la fin d'année. » Je lui ai dit « Il reste que 4 mois. Donnez-moi le poème. Je vais essayer d'apprendre à ma fille le week-end. » Et elle me dit « Ah oui, vous voulez maltraiter votre enfant? Vous savez, madame, vous n'avez pas le droit de faire travailler votre fille à la maison. » Donc là, en fait, on voit que la directrice de l'école et les services, les institutions, en fait, ont adopté entièrement le discours de l'agresseur comme quoi madame est maltraitante, basé sur aucun fait réel, aucun fait concret. Il n'arrête pas de dire, en fait, dans l'entretien, la seule chose qu'il pouvait dire, c'est madame, vous êtes maltraitante. Mais il n'arrivait pas à décrire, en fait, quelle maltraitance elle avait pu faire subir sur les enfants. Donc, basé sur rien. Et de fait, elle a, en fait, cette étiquette-là, qui va faire que, quoi qu'elle fasse, elle est maltraitante. Apprendre un poème à son enfant, c'est être maltraitante. Donc voilà, elle est surresponsabilisée, quoi qu'elle fasse, elle est fautive. Ça n'a vraiment aucun sens. Je vais faire un complément de plainte, et là je tombe sur le même gendarme qui m'a fait la plainte il y a 8 mois. Il me dit, par rapport à la plainte, vous en êtes où? Ben j'ai rien justement. Il cherche, il trouve ma plainte, elle était dans un tiroir oublié. Le truc, c'est qu'elle pensait que sa plainte était en cours de traitement, et elle vit avec la peur quotidienne que l'agresseur s'en prenne à elle. Alors là, il y a 2 interprétations possibles. Est-ce que la plainte a vraiment été oubliée? En fait, on ne sait pas. Soit la plainte, je ne sais pas, un coup de téléphone qui fait que la plainte est mise dans le tiroir et puis après, le policier qui a pris la plainte oublie. Bon, peut-être que ça pourrait arriver. Soit il y a vraiment une volonté de, hop, on met la plainte de côté. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais de fait, le résultat est le même. C'est qu'elle vit avec la peur quotidienne que l'agresseur s'en prenne à elle sans avoir... même là, de fait, elle découvre qu'elle ne pouvait pas espérer en fait, de réponse des institutions parce que la plainte n'était même pas traitée. Donc, en fait, la complicité institutionnelle, on le voit qu'elle repose très clairement sur le déni et la légitimation de la violence masculine. Donc, soit les violences n'existent pas, soit les violences ne sont pas si graves que ça. Elle repose aussi sur une méconnaissance des mécanismes de la violence conjugale en général. C'est pour ça que je voulais mettre en lien ce qu'elles m'ont raconté au début, quelle était la stratégie de l'agresseur, et de voir comment les institutions y répondent. Et je me dis, si jamais les institutions, elles raccordaient les deux, elles raccordaient comment est-ce que les femmes décrivent la stratégie de l'agresseur, et bien là, elles pourraient ne pas faire ces erreurs-là qui ont été faites. Elles pourraient mieux comprendre le mécanisme en général, et elles pourraient aussi comprendre la situation des victimes en particulier. Sauf que pour comprendre cette situation-là en particulier, il faut d'abord les écouter, et ça, c'est une évidence. Et donc, cette complicité-là, elle peut être favorisée par justement cette stratégie d'instrumentalisation des institutions par l'agresseur.
Elle peut aussi être favorisée par le travail de sape, on peut dire, avec le jeu de mots sur le sape d'ailleurs, de stratégie de groupe des agresseurs. Faire passer dans les médias, dans l'opinion publique, que les mères sont des menteuses, etc., etc. Mais il y a aussi le fait, et ça on ne peut pas le nier, le fait que les institutions, certaines institutions, notamment les tribunaux par exemple, manquent de moyens pour répondre à des situations de danger pour les victimes. Et là où je me disais qu'il y avait quand même quelque chose d'assez inquiétant, mais en même temps pas étonnant, c'est que en fait, cette complicité institutionnelle, elle peut reprendre clairement les mêmes moyens que ceux employés par l'agresseur, comme le fait de culpabiliser la victime et de surresponsabiliser la victime. Donc, ce qui montre bien l'existence d'une culture de culpabilisation des victimes et des femmes. Alors je voulais finir de manière positive et de dire que ces situations-là sont des situations qui sont difficiles, mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous donne une raison d'espérer, c'est le fait qu'on peut concevoir qu'il existe quelque chose d'autre, en fait, que cette situation-là pourrait ne pas exister. En fait, on les comprend, on cherche à les comprendre, et puis finalement on se dit, mais nous on a des solutions, en fait, on pourrait trouver des solutions, et il faudrait qu'on soit écouté, qu'on ait le pouvoir pour justement proposer ces solutions-là, mais on en a, et on peut imaginer que quelque chose d'autre est possible. Et de manière générale, j'en viens très souvent à revenir à cette idée-là de la construction de la masculinité qui est pour moi évidente, évidemment en lien avec, avec les violences conjugales. Et donc John Stoltenberg, dans Refuser d'être un homme, nous dit « Je soutiens que l'identité sexuelle masculine est une construction de toute pièce, politique et éthique, et que la masculinité n'a un sens personnel que du fait d'être créée par certains actes, choix et stratégies qui ont des conséquences dévastatrices pour la société humaine. Mais c'est précisément parce que cette identité personnelle et sociale est construite que nous pouvons la refuser, nous pouvons agir à son encontre, bref, nous pouvons la changer. Le cœur de notre être peut lui préférer une allégeance à la justice. »